Bonjour, un petit tutoriel concernant les objets. Nous allons nous poser la question suivante, mais qu'est-ce qu'un objet? Eh bien, techniquement, pour un langage de programmation, un objet c'est une variable. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous allez créer un objet, vous allez utiliser les mots-clés var, let ou const. Et donc, je le répète, techniquement, pour le langage de programmation, l'objet, c'est une variable. Alors, on va un petit peu voir ce que nous connaissons déjà comme variable. Voici. Nous connaissons ce que j'appellerais la variable simple, ma var. Ici, la variable ma var que j'ai déclarée en faisant let ma var, est tout simplement une adresse sur votre mémoire centrale qui va pouvoir héberger n'importe quel type de données. C'est-à-dire que dans ma var, je vais pouvoir affecter un type primitif de type string, number, boolean, ou un type objet, par exemple comme un tableau, ou évidemment comme un objet proprement dit. On a vu un autre type de variable qui est tout simplement un type objet déjà, et que sont les tableaux. Alors les tableaux, ce sont des variables indicées. Alors ici, je n'ai pas indiqué l'indice, mais vous avez l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, l'indice 5. Mon tableau MyTab contient donc 6 cellules, et à chaque cellule, c'est-à-dire à chaque indice, je peux affecter n'importe quel type de données, c'est-à-dire, je le répète, les types primitifs, comme les strings, les numbers et les booléennes, ou un type objet, comme un tableau. Je peux très bien affecter un tableau à une cellule de tableau, ou un objet à une cellule de tableau. Et pour rappel, on va préférentiellement créer notre variable myTab avec le mot-clé const, tout simplement parce que les tableaux ne sont pas affectés par valeur, mais ils sont affectés par adresse. J'ai expliqué ça dans un autre tutoriel. Et donc, nous avons déjà très fréquemment utilisé ce type de données. Allons un petit peu plus loin. Alors ici, j'ai fait une petite, je dirais, une petite version personnelle, si vous me permettez. C'est que j'ai considéré qu'une variable qui contenait une fonction, effectivement, si je reviens en arrière, je ne l'ai pas dit, mais ma variable, ma var ici, peut très bien être affectée par la déclaration d'une fonction. Ce qui est aussi vrai, évidemment, au niveau de mon tableau. Ce qui est aussi vrai au niveau de mon tableau, je peux très bien affecter n'importe quelle cellule de mon tableau avec une fonction. Eh bien, j'ai donc ici, dans la variable myFunction, j'ai tout simplement affecté une fonction anonyme dont la définition sera exécutée avec simplement la syntaxe myFunction et suivie d'un couple de parenthèses. Pour rappel, ce qui va déclencher l'exécution d'une fonction, c'est bien les parenthèses que vous mettez derrière le nom de votre fonction. Donc si ici, derrière myFunction, dans mon code, je place un couple de parenthèses, ça va déclencher l'exécution de la définition de ma fonction. Et évidemment, on arrive à l'objectif de ce tutoriel, c'est l'objet. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez tout d'abord que la variable objet s'appelle mySuperbObjet. Je l'ai déclaré ici, const mySuperbObjet égale newObject. J'ai donc déclaré un nouvel objet. Alors, je vous accorde que dans ce cas-ci, mon objet est parfaitement vide. Au moment où je fais mySuperbObjet égale newObject, j'ai un objet parfaitement vide. Cet objet, je peux le garnir. Alors, je peux le garnir avec quoi? Je peux le garnir avec des propriétés. Alors, attention, il est tout à fait clair que ce que vous avez à l'intérieur de l'objet, ce ne sont pas des variables. La variable, c'est mySuperbObjet. Ce qui se trouve à l'intérieur de votre variable, ce qui va décrire
votre variable MySuperbeObjet, c'est un ensemble de propriétés. Mais ces propriétés ne sont pas des variables. La variable, c'est MySuperbeObjet. Alors, je vous démontrerai ça dans un tutoriel prochain où, effectivement, celles et ceux qui pourraient se dire que finalement, ces propriétés, ce sont des variables, tout simplement, eh bien, vous allez voir qu'en fait, ce ne sont pas des variables parce qu'on ne peut pas y accéder comme, euh, comme, comme on accède à une variable, tout simplement. Et donc, ces propriétés vont pouvoir héberger des types primitifs, c'est-à-dire des données de type string, number ou boolean. Ces propriétés vont pouvoir héberger des tableaux, qui, je le rappelle, sont des types objets. Ces propriétés vont pouvoir héberger des objets proprement dits. Et ces propriétés vont pouvoir héberger des méthodes. Alors, je rappelle que une fonction, lorsqu'elle est définie dans un objet, prend le nom de méthode. Maintenant, ne coupons pas les petits points en quatre, méthode et fonction sont clairement des synonymes. Hein, okay, mais lorsque vous lisez le mot méthode, eh bien, ça veut dire que c'est une fonction qui a été définie à l'intérieur d'un objet. On ne va pas plus loin. Et donc, voilà ce que c'est un objet. Un objet, c'est tout simplement une variable, et cette variable va pouvoir contenir un ensemble de propriétés qui vont décrire cet objet, et ces propriétés, je le répète, peuvent héberger des types primitifs, des types objets comme un tableau, des objets proprement dits, des méthodes et des fonctions, et c'est ce que j'ai matérialisé ici sur mon schéma. J'ai ici des types primitifs, j'ai ici des tableaux, j'ai ici des objets, j'ai ici des méthodes, et tous ces éléments sont des propriétés de l'objet MySuperbeObjet. Alors, on va pouvoir se poser la question maintenant, mais pourquoi utilise-t-on des objets ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vision générale de qu'est-ce qu'un objet, mais on peut déjà quand même s'imaginer la chose suivante. Regardez, vous avez ici des méthodes. On est bien d'accord que si je crée des méthodes qui me permettent de contrôler les données qui se trouvent ici, eh bien, je vais pouvoir protéger mes données de manière qu'on devine assez efficace. Ça veut dire que toutes ces données que vous avez ici, donc des variables, des données primitives simples, des tableaux, des objets, je ne peux pas y accéder en dehors de l'objet. Alors en JavaScript, ça ne sera pas vrai. En JavaScript, ça sera bientôt vrai parce qu'à l'heure où je parle, normalement, une nouvelle version du JavaScript devrait apparaître dans les mois, voire dans les semaines qui suivent. La notion de propriété privée devrait apparaître en JavaScript. Cette notion de propriété privée, c'est-à-dire une propriété privée, c'est une propriété qui n'est accessible qu'à l'intérieur de l'objet lui-même. D'accord ? Ça veut dire que pour atteindre cette propriété-ci, par exemple, que je pointe ici, elle ne pourrait être accédée qu'à partir d'une des méthodes que j'ai définies dans mon objet. Alors, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de protéger les données au sein d'un programme. Malheureusement, en JavaScript, si je suis en dehors de mon objet, je vais pouvoir accéder aux données des objets, et ça, c'est pas très performant, mais je le répète, une actualisation prochaine de JavaScript devrait remédier à ce souci. Dans tous les autres langages de programmation, si vous vous trouvez en dehors de l'objet, vous ne pourrez jamais accéder directement aux données d'un objet. Et donc, j'en viens au petit schéma suivant, où voilà la cacophonie de la programmation procédurale. Vous avez des variables qui traînent dans tous les sens, vous avez des fonctions qui traînent dans tous les sens, vous avez des variables de type objet tableau qui traînent dans tous les sens, et tant que votre programme n'est pas trop ambitieux,
ben, tout ça, ça va tenir la route. Le problème, c'est que lorsque votre programme va devenir ambitieux, eh bien, à un moment, vous allez perdre le contrôle des contenus des variables. Vous allez perdre ce contrôle pour plein de raisons. D'abord parce que vous allez utiliser une variable, je dirais, en bon père de famille et tout à fait sans vouloir, sans vouloir, je dirais, faire quelque chose entre guillemets de mal à votre programme. Mais en fait, vous ne pouviez pas le faire et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Imaginez un petit peu un de vos collègues qui travaille sur le même programme avec toutes ces variables qui ne sont pardon, absolument pas protégées, mais il est clair, net et évident qu'il va y avoir des collisions. Ça veut dire que votre collègue va par exemple utiliser cette variable-là et vous ne vous attendiez pas du tout à la valeur qu'il va mettre dans cette variable et vous n'êtes évidemment pas d'accord. Et donc ça va être la cacophonie. Et cette petite représentation montre la cacophonie, c'est-à-dire en un, des variables accessibles partout dans votre programme, et en deux, comment dirais-je, une quasi-impossibilité de travailler en équipe. Évidemment, la solution, vous la connaissez. La solution, c'est de travailler avec des objets. Alors ici, on est dans un environnement bien plus ordonné, car vous voyez que vos objets sont bien délimités. Un objet ne vient pas empiéter sur un autre objet. Encore une fois, ça c'est pour les autres langages de programmation. Mais en JavaScript, étant donné que JavaScript est un très vilain petit canard, on n'a pas encore cette notion de propriété privée, mais ça va venir. Et donc aujourd'hui, dans cette notion d'objet, dans cette notion mais qu'est-ce qu'un objet, on va imaginer que les propriétés privées existent dans les objets. Et donc, vous voyez que à partir du moment où vous travaillez avec ces briques, hein, on dirait des briques empilées, tous ces objets forment une sorte d'un ensemble de briques empilées, eh bien, vous allez pouvoir non seulement mieux protéger vos données, mais en plus, or l'intégrité des données, c'est quand même ça, le nerf de la guerre en informatique, mais en plus, vous allez pouvoir faciliter le travail en équipe. Pourquoi? Mais parce que chaque collaborateur ne pourra pas faire ce qu'il veut avec les données du programme. Voilà. Alors, je vais passer très rapidement sur le dernier slide, qui est le vocabulaire qu'on utilise avec les objets. Je vais rapidement passer dessus. Pourquoi? Mais parce que je vais redécrire tous ces mots avec beaucoup plus de précision dans des tutos prochains. Mais déjà, on va essayer de se sensibiliser à ce vocabulaire. L'instance, c'est l'objet. Quand on vous parle d'une instance, on vous parle d'un objet. Instancier, c'est créer un objet. Créer un objet. Alors, à partir de quoi crée-t-on un objet? On crée un objet à partir d'un constructeur. Vous avez déjà vu un constructeur, regardez. On va aller voir un constructeur ensemble. Vous voyez, object est un constructeur. Vous constatez qu'un constructeur est une fonction. Et oui, c'est assez normal, hein, c'est une fonction qui va permettre de créer l'objet. Vous avez également comme constructeur le constructeur array qu'on a déjà vu ensemble. Vous voyez, le constructeur array est une fonction qui va construire un tableau. Et dans MyTab, j'aurai un tableau. Alors, cette notion de constructeur, elle est même encore plus puissante que vous ne l'imaginez. Je rejoins sur mon dernier slide, voilà. C'est que vous avez des classes. Et les classes, en fait, c'est quoi? C'est le programmable. Ici, pour le moment, on a vu des constructeurs comme array ou object qui sont fournis par JavaScript. Eh bien, dans une classe, vous allez pouvoir créer un constructeur. Dans la classe, vous allez pouvoir créer une fonction constructeur qui va vous permettre de faire le plan des objets personnels que vous désirez créer. Donc, la classe, c'est un plan, c'est la description des propriétés, c'est-à-dire les données et les méthodes, des futures instances. Et je rappelle qu'une instance, c'est un objet. Okay? Alors, l'encapsulation, je vous ai parlé des propriétés privées et que ce vilain petit canard de JavaScript n'avait pas encore de propriétés privées. Eh bien, l'encapsulation, c'est ça. C'est protéger les propriétés de l'objet
en autorisant leur accès uniquement par des setters et des getters. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ça, un setter et un getter? Mais je vous ai parlé de ces petites méthodes. On va y revenir, c'est la diapositive 5, je pense. Non, c'est la 4. Voilà. Je vous ai parlé de ces fonctions, donc de ces méthodes, qui seules avaient accès aux données, de vos objets. Eh bien, sorry, j'ai cliqué alors qu'il ne fallait pas. Eh bien, c'est ça les getters et les setters. Les setters, ce sont des méthodes qui vont permettre de modifier le contenu des données. Et les getters, ce sont des méthodes qui vont permettre d'accéder, par exemple, pour éditer, pour afficher, pour imprimer le contenu de vos propriétés. Alors, je pense que c'est la 7. Voilà. Donc, vous voyez, l'encapsulation, c'est ça. Encapsuler, c'est entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est tout à fait protéger les propriétés d'un objet. Et vous avez les setters et les getters, qu'on appelle en français des mutateurs ou des accesseurs, qui sont des fonctions, des méthodes qui permettent de modifier une propriété, ou fonctions permettant d'afficher, éditer, imprimer, etc. Le this, alors ça c'est central dans la programmation orientée objet. This représente l'objet actif, celui sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'objet sur lequel on va appliquer par exemple une méthode. This, je le répète, c'est l'objet actif. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Ben oui, vous vous doutez bien que tout simplement, on va pouvoir créer, quand on crée des classes, comme ça, c'est-à-dire quand on crée un plan qui est une description de propriétés, c'est-à-dire de données, de méthodes pour les futurs objets, eh bien, on pourrait imaginer des sous-classes qui héritent de la classe parente. C'est-à-dire qu'ils vont hériter des données et des méthodes de la classe parente. Eh bien, c'est ça l'héritage. C'est, je dirais, tout simplement ça. C'est tout simplement ça. C'est hériter d'une classe parente. Ok? Voilà. Alors, dans les prochains tutoriels, nous allons euh, détailler encore plus précisément ce que sont les objets, surtout au niveau programmation. J'espère que vous avez compris maintenant ce que représente l'objet et je vous dis à très 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 bientôt.